On a fait un tour des viticulteurs qui étaient présents sur les pages Facebook, sur YouTube, etc. Il a été dit de faire attention à ne pas oublier la cible, d'adapter l'outil de médias social. Twitter qui était bien pour la presse et le B2B aussi, souvent on n'y pense pas. Internet qui donne l'avantage de parler en direct avec le client. Attention à ne pas négliger les pages perso, où parfois les gens ne les utilisent pas, alors que c'est très important, qu'elles sont complémentaires de la page fan. Il y a eu l'exemple des champagnes Tarlan et avec Ryan aussi. L'outil alerte passive à utiliser pour pouvoir faire une veille pour son cru. Type de contenu qui était à réfléchir selon l'outil de médias social. Le contenu, ça reste tout ce qui est important en matière de médias social. Twitter et Facebook étaient en nofollow, donc pas de problème de duplicate content. La curation, où on donne de la valeur ajoutée en reprenant les infos des amis. Certains ont dit il faut faire pareil que dans la vie. Ne parler que de soi ne peut pas intéresser, il faut parler de plein de choses. Blog, point d'interrogation, forum, point d'interrogation, ça doit être lié dans tous les cas aussi de vitrine. C'est plus facile et moins chronophage, point d'interrogation quand même. La question chronophage a été quand même évoquée à plusieurs reprises. Et Twitter qui doit être une conversation avec le public comme on entre au café. Le blog qui est souvent plus facile à contrôler, l'outil qui s'appelle Discuss qui permet pour tweeter de lier les commentaires mais qui ne le fait pas pour Facebook, les réseaux sociaux du vin et qu'il était important d'avoir des influenceurs comme les followers et la question s'est posée sur l'influence de ces outils pour vendre et venir à la propriété. Table Euro, pour le coup, qui a fait super gros débat. Mais quand je dis super gros débat, c'est qu'il y a des gens qui sont partis en cours de route quand même, donc c'est pas rien. C'est pas anodin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parler de genre pour l'écriture, en l'occurrence l'écriture d'un blog, ça revient aussi à convoquer peut-être parfois des archaïsmes, peut-être des choses qui sont pas encore totalement réglées entre nous, entre hommes et femmes. Puis le débat a évolué. C'est-à-dire que, passé cette question, on a évolué vers autre chose. Autrement dit, on a éloigné finalement la question du genre pour l'écriture. On est revenu à la question de la neutralité de l'écriture et s'est posé le débat de l'écriture presse traditionnelle et ensuite le blog. Et comment finalement les deux pouvaient coexister ou alors se tirer un peu la bourre. Et on en est encore revenu à un autre archaïsme qui est la crainte parfois de la presse papier à l'égard des blogueurs et blogueuses, finalement, qui, à leurs yeux, peut-être n'ont pas une totale légitimité pour émettre des avis, ne sont pas des experts pour émettre des avis, et ne sont pas forcément formés pour émettre des avis. Donc on est allé jusque-là de la discussion, et donc ça, c'est un faisceau croisé d'un certain nombre de raisons et de causes pour tout ça. Et à la fin, là je ferai une petite note personnelle, pour ceux que ça intéresse, probablement qu'une majorité d'entre vous le connaissent déjà, mais il existe un très bon bouquin édité en français, mais par un collectif canadien, qui s'appelle « Bloguer dans un contexte d'affaires ». Je ne saurais pas vous donner la traduction en anglais comme ça au dépoté, mais c'est un bouquin qui fait plutôt référence, et quand on sait que les blogs en France sont là depuis grosso modo 6-7 ans, alors qu'aux US ça fait peut-être plus longtemps déjà, et donc ils ont une antériorité qu'on n'a pas, bloguer dans un contexte d'affaires est vraiment une référence pour le coup. On a commencé par aborder le sujet des intermédiaires. Combien d'intermédiaires il était nécessaire, s'il restait encore des intermédiaires, ou c'était la fin des intermédiaires. La conclusion principale a été que, quoi qu'on fasse, il y avait toujours un intermédiaire, que ce soit sur eBay, que ce soit sur le monde du vin, que ce soit avec Amazon. Et on est parti un peu sur le sujet de faut-il sélectionner les vins que l'on vend, ou au contraire, faut-il tout peut être mis à la vente. Et puis après, on est parti vers un autre sujet qui est à voir avec, nous avons sélectionné pour vous, qui est au sujet des prescripteurs. Donc quels sont les nouveaux prescripteurs? C'est une question très très récurrente. Est-ce que les gourous sont-ils les vrais prescripteurs de vos vins maintenant? Ou est-ce que c'est plutôt Internet? Ou est-ce que ce sont les blogueurs? Ou est-ce que ce sont vos amis? Qui sont les prescripteurs? Alors,
dans la famille des gourous, le seul qui était là, qui s'est fait un peu assassiner. Au début, c'est Nicolas pour Betave et de Sauve, mais en fait, au début, les 3 premières secondes, minutes. Tout le monde parler. Et S'il vous plaît, presque terminé. donc quand en fait, eux aussi parlent très souvent non seulement des grands crus classés, mais aussi des petits vins. Et on a avancé vers la conclusion que bon, les outils de software et d'analyse d'opinion type Vino Gusto, etc., étaient peut-être en train de prendre le devant sur la voie des grands gourous. Et la conclusion générale de toute façon a été qu'il fallait coucher. VinoGeo, qui permet en fait de rendre compte des différentes parcelles suivant les appellations, et qui a aussi un côté de réalité augmentée. Donc vous rentrez sur une appellation, de cette appellation vous rentrez sur une petite parcelle, et de cette parcelle vous avez des photos du vignoble. Et en fait on a réfléchi à comment utiliser cet outil, ou même en général la géolocalisation et la cartographie, pour promouvoir le no-tourisme. L'idée étant que finalement il y a plusieurs méthodes de promouvoir le no-tourisme, d'essayer de faire venir les gens chez nous, et que ce genre de plateforme peut être très utile à la fois auprès des syndicats touristiques ou même des vignerons à intégrer à leur site, parce que ça permet un storytelling qui est très sympathique, quelque chose qui vous rapproche finalement de votre consommateur, et quelque chose qui peut être relié à d'autres types de réseaux sociaux. On pensait à Foursquare, on pensait à une manière d'utiliser ce type de réseaux sociaux pour communiquer de manière très positive au niveau du vignoble, et on réfléchissait finalement à quels étaient le type d'acteurs à qui ça pouvait servir. Et il y a une vraie réflexion en ce moment qui est menée sur la géolocalisation et les différents moyens de cette géolocalisation pour promouvoir le no-tourisme. Donc voilà, ça a tourné autour de ces débats-là. Rien n'est tranché parce qu'on ne sait pas encore comment se servir de ce type d'outil. On sait qu'on a un super outil à disposition. Chacun est amené à aller regarder. Je fais la promotion de ce site parce que vraiment on était impressionné de la qualité de développement et de finition de l'outil qu'on a découvert à ce moment-là. Et maintenant c'est à chacun de se l'approprier et de voir comment on peut s'en servir pour développer à la fois le no-tourisme et se servir de la géolocalisation.